Bienvenue dans le podcast Harmony Inside, la culture d'entreprise en action. Je suis Patrick Vigneault, cofondateur de Biharmoniste et Harmonise Entreprise. Je suis très heureux aujourd'hui d'interviewer et d'accueillir Thibaut Bechtoil, qui est qui a été dirigeant de l'entreprise technologique Cosmos pendant 13 ans, société qui a été vendue, et ensuite qui est aujourd'hui co-dirigeant de Ozone, qui est une solution de cybersécurité pour les TPE-PME, et qui est aussi président de l'association d'entrepreneurs Croissance Plus depuis 2019, et c'est notamment à ce titre-là que j'ai le plaisir de l'interviewer. Pourquoi ? Parce que Thibaut a une formidable vision de ce qui se passe en France en termes d'entrepreneuriat. C'est un serial entrepreneur, il a cette vision de président de Croissance Plus, et donc c'est une magnifique plateforme d'observation, et on va pouvoir échanger sur cette question d'entrepreneuriat aujourd'hui. Thibaut, bonjour. Bonjour, ravi d'être là. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, question traditionnelle pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Quelques mots. Donc moi, j'ai fait toute ma carrière en fait dans le domaine de la tech, de ce qu'on appelle même aujourd'hui la deep tech, dans l'infrastructure de réseau. J'ai commencé ma carrière dans la Silicon Valley où j'ai passé 4 ans. Je le mentionne parce que ça m'a un petit peu formé sur la façon dont je vois une entreprise, son ambition, sa vision, son mode de management. Et beaucoup de choses me sont restées. J'ai appris beaucoup de choses dans la Silicon Valley. J'ai passé 15 ans dans les boîtes américaines. J'ai créé ma première boîte en 2000 qui est un opérateur de réseau IP qui s'appelait Maya. Et puis j'ai repris Cosmos en 2005 que j'ai revendu en 2016, et j'ai fait l'accompagnement de cette session jusqu'à 2018. Donc effectivement, en 2019, je suis allé vers d'autres activités, président de Croissance Plus, actionnaire et co-dirigeant d'Ozone, et je suis aussi conseil d'un fonds d'investissement sur l'accompagnement. Waouh. Alors, tu nous parles tout de suite de ton expérience américaine, c'est quand même très riche et c'est rare. Qu'est-ce que tu as retiré de ton expérience américaine concrètement ? Alors, ce que j'ai retiré de cette expérience américaine, très très vite, en fait, j'ai envie de parler de vision, de stratégie et d'ambition. Peut-être commencer par là d'ailleurs, c'est-à-dire que moi je vois beaucoup, j'ai pas mal fait d'accompagnement dans le cadre de l'écosystème entrepreneurial français, chez Réseau Entreprendre. Et bien évidemment, je suis très actif chez Croissance Plus en tant que président. Et on voit souvent en fait des projets qui manquent d'ambition, c'est-à-dire des projets assez extraordinaires en termes de créativité, de positionnement, mais ça manque d'ambition. Une boîte américaine ne va pas se poser la question si elle a un business model qui est pertinent sur le territoire mondial, elle attaquera le monde. Voilà. Et ça, les Français sont un petit peu timorés par rapport à ça, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions récemment et beaucoup de belles levées de fonds. Mais il y a une espèce de limite et d'autocensure que se met l'entrepreneur français. Voilà, en termes de stratégie, c'est l'importance d'une stratégie extrêmement claire au laser. On n'a pas de boîte qui va grandir ou scaler rapidement s'il n'y a pas un alignement extrêmement précis sur des différenciateurs stratégiques. Et ça, c'est absolument fondamental. Et les belles histoires américaines se font beaucoup là-dessus. Ouais, non, mais super intéressant. Et alors, mon expérience des États-Unis, c'est aussi une forte culture. Enfin, souvent, c'est PME. On voit dans ces startups technologies, on peut parler de Salesforce, c'est remarquable. On peut pas parler bien sûr de Netflix, qui a une culture incroyable. Donc, on voit la puissance de cette culture, voir la formalisation de cette culture par des culture codes. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est important pour toi, là, cette notion de culture ? Est-ce que tu te dis, oui, ça, c'est vraiment efficace en fonction de ton expérience américaine ? Oui, la culture, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je pense par exemple à la culture qu'on avait instaurée chez Cosmos. Et à nouveau, une culture, ça se définit par le terrain, donc c'est ce qu'on avait fait. Et on était arrivé à 3 valeurs fondamentales chez Cosmos, chacune correspondant à des choses extrêmement concrètes qui se passaient dans l'entreprise tous les jours. La première, c'était penser différemment, le fameux Think Different d'Apple. Et Cosmos était une boîte qui était fortement différenciée. C'est-à-dire qu'on avait créé notre propre océan bleu, un domaine sur lequel personne n'était. On a finalement créé un marché qui était le marché qu'on appelle le marché de la Network Intelligence, c'est-à-dire un middleware qu'on vendait aux sociétés de réseaux, de télécom et de sécurité. Donc c'était la première valeur. La deuxième, c'était la notion d'équipe. Là aussi, c'est un terme qui peut être soit un mot valise, soit complètement incarné. Pourquoi l'équipe ? Parce que notamment quand on allait gagner un grand client type Juniper dans la Silicon Valley ou Nokia en Scandinavie sur l'infrastructure de réseau ou NEC ou Hitachi au Japon, c'était véritablement une équipe complètement alignée. On appelait ça une équipe virtuelle avec le commercial, l'avant-vente, le product manager qui parlait à ses interlocuteurs dans la société. Pourquoi pas les ingénieurs de R&D qui allaient parler très technique. Donc cette notion d'équipe, elle était vitale dans l'entreprise pour les projets internes, mais aussi pour gagner des clients. Et puis la troisième valeur, c'était l'innovation.
Et l'innovation chez Cosmos, donc on crée ce middleware, mais on pensait aussi à la génération des réseaux du futur, ce qu'on appelait les réseaux virtualisés. Il y avait une nouvelle technologie qui était en train de se développer qui s'appelait le NFV, Network Function Virtualization, et il se trouve que Cosmos a été leader et très très réputé et en vue sur ce sujet de la virtualisation des réseaux, qui était un espèce de shift complet, puisque en fait la technologie réseau était souvent basée sur du matériel propriétaire, et là on allait vers des réseaux beaucoup plus conçus sur du logiciel et du matériel standard. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que je t'ai vu à l'œuvre à ton arrivée en tant que président, lorsque tu es élu en tant que président par tes pairs au sein de Croissance Plus, et tu as, alors c'est une association, on n'est pas dans une entreprise à but lucratif, mais là encore, je t'ai vu à l'œuvre, tu as commencé très très rapidement à travailler sur ces fondamentaux, sur les cultures, mission, vision, valeur. Alors, est-ce que ça a été difficile à faire, et est-ce que tu peux nous citer finalement, c'est quoi la raison d'être de cette association Croissance Plus? Ça nous permettra de dire qu'est-ce que c'est, et puis peut-être aussi c'est quoi ta vision de ça, et c'est quoi les valeurs de Croissance Plus? Oui, alors deux choses peut-être même de manière très concrète sur un peu le process, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, effectivement, le premier séminaire CODIR, le séminaire de rentrée comme on l'appelle, était dédié en grande partie en fait au positionnement, et donc j'avais fait un atelier avec un consultant stratégie Océan Bleu. Donc dans la stratégie Océan Bleu, on définit un canevas stratégique avec ce qu'on appelle des critères de valeur qui sont des différenciateurs, et on avait établi que Croissance Plus était positionné et différent sur le partage d'expérience où on est très fort, la convivialité où on est très fort. Alors tous ces critères étaient comparés aux acteurs similaires de l'écosystème, ça pouvait être des Galions, ça pouvait être le MEDEF, ça pouvait être France Digital ou Réseau Entreprendre, et on se comparait à cet écosystème de l'entrepreneuriat en France. Le troisième critère, c'était l'influence, où on disait on va avoir de l'influence, mais de manière différente du MEDEF, qui est bien plus souvent que nous chez le président de la République ou le Premier ministre, mais nous, on pourra apporter des choses disruptives, et je pourrais en parler tout à l'heure. Il y avait la notion de payback, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chez Croissance Plus et quelqu'un qui va, par les webinaires, les workshops auxquels il va participer, apprendre beaucoup, et il y aura des implications très concrètes avec un retour sur investissement très, très clair. Il y avait la notion d'impact. Voilà. Donc, on a défini ce canevas stratégique, extrêmement clair pour arriver, en fait, à une plateforme de marque, à une raison d'être qui s'énonce de la manière suivante. La raison d'être de Croissance Plus, c'est il n'y a pas de limite pour l'entrepreneur à résoudre les petits et grands défis économiques, sociaux et environnementaux. Et en fait, quand on dit ça, en fait, on a la vision d'une société entrepreneuriale. Et j'ai écrit des tribunes là-dessus qui ont été publiées à la fois dans le Figaro ou même dans un quotidien régional Ouest France il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, cette vision, c'est une vision d'un système. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir si vous voulez, une vision entrepreneuriale, une société entrepreneuriale avec une entreprise libérée, si on a des dépenses publiques absolument astronomiques, comme c'est le cas actuellement en France, etc. Donc, avec Croissance Plus, on est à la fois sur le très concret, le terrain, et sur la vision un peu macroéconomique. On porte cette idée d'un système qui verrait la dépense publique diminuer parce que plus de choses seraient traitées par l'entrepreneur et par le privé. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Si je prends par exemple l'emploi des seniors, qui est une grande problématique un peu stratégique pour la France, ou l'insertion des jeunes, ce sont des projets qui peuvent être menés par le gouvernement ou qui peuvent être menés par des entrepreneurs. Si on prend Doctolib a fait beaucoup dans la crise du Covid, sur la prise de rendez-vous, sur les vaccins, etc. Voilà. Et donc, on prône cette société et c'est complètement incarné. Alors après, en termes de valeurs, nous, en fait, on est pour une société qui met beaucoup plus en avant les valeurs essentielles. Pour nous, ce sont la responsabilité, c'est-à-dire qu'on doit être des gens, des entreprises responsables. Ça inclut la responsabilité vis-à-vis des parties prenantes, des employés, mais vis-à-vis du reste de la société. C'est l'esprit d'initiative, et là, c'est toute l'idée que finalement l'entrepreneur peut faire beaucoup pour la société et beaucoup plus qu'on le laisse faire aujourd'hui. Et puis c'est le partage, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans les valeurs de Croissance Plus une notion de partage ou de solidarité. L'actionnariat salarié est quelque chose qui nous tient à cœur, et on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et finalement avoir des entrepreneurs qui soient moteurs d'une meilleure répartition de la valeur et donc d'une meilleure cohésion sociale finalement. Donc on voit effectivement Croissance Plus, une association auquel nous, Be Harmonist, on fait partie de l'association, donc on est un membre très heureux parce qu'il y a effectivement tout ce que tu dis, il y a effectivement ce partage. Et on va revenir sur ce thème de solidarité aussi entre entrepreneurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que
à l'origine, Croissance Plus, c'était les entrepreneurs de croissance, et tu as voulu donner aussi une inflexion. C'est pas n'importe quelle croissance, on va dire. Tu as été dans une croissance avec plus de responsabilités, comme tu viens de le dire, mais aussi plus d'impact. Alors, est-ce que dans la définition, une fois que tu as défini un peu ces fondamentaux, cette culture, dans le projet d'entreprise, tu as voulu aller vers l'impact. Est-ce que tu peux nous en parler quelques minutes? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses important pour les entreprises, en termes bien sûr d'impact sociétal, mais aussi en termes d'attractivité peut-être? Oui, alors tout à fait. Je vais détailler ce point-là. Je vais rappeler peut-être 3 points que j'avais dans mon programme qui étaient fondamentaux. Le premier, effectivement, c'était l'impact. Le deuxième, c'est garder en fait cet ADN de la croissance, mais qui peut être une croissance tout à fait respectueuse, et une société qui a de l'impact, plus elle croît et plus elle peut avoir un impact positif sur son écosystème. Et puis la notion d'éclaireur, qui est cette idée que l'entrepreneur peut aussi mettre en avant des solutions extrêmement positives et qu'on ne soit pas dans une espèce de société anxiogène. Et on pourra y revenir. Alors sur l'impact, oui, c'est absolument essentiel pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, au sein de Croissance Plus, on avait un ADN qui était quand même très très marqué impact, puisqu'on a été très tôt justement, et à la fondation, on s'est construit sur le partage des fruits de la croissance. Maintenant, en 2021, l'impact c'est beaucoup plus que ça. C'est la RSE, c'est le respect des normes environnementales, mais c'est aussi, et je crois beaucoup à ça, mettre l'impact ou la RSE ou peu importe comment on l'appelle, la sustainability, au cœur de sa stratégie et de son business model. C'est-à-dire, je crois fondamentalement que c'est à la fois en fait une opportunité pour le monde, pour l'environnement, etc., mais pour faire des business profitables dans lesquels en fait cette notion d'impact ou de RSE sera au cœur de la stratégie. Tout à l'heure, je parlais de stratégie de l'océan bleu. Je revois tout à fait toutes les entreprises revoir leur canevas stratégique en disant voilà, ce critère de valeur autour de l'impact est absolument fondamental. Donc c'est aussi une opportunité de se différencier. J'aime bien citer au sein de l'association des sociétés comme Castali, qui sont très intéressantes puisque c'est une société qui fournit des machines à eau, mais dont la raison d'être est de débarrasser la planète des gobelets en plastique. On a cette société merveilleuse aussi de Sylvain Coutier avec ATF Gaïa, qui fait du recyclage de matériel informatique avec des gens venus de l'insertion, et donc qui sont vraiment dans cette notion d'économie circulaire avec le recyclage. Voilà, tout ça, c'est vraiment au cœur de l'écosystème. Et aujourd'hui, on a un groupe impact piloté par Hélène Saint-Loubert qui produit beaucoup et qui entraîne les entrepreneurs vers cette notion d'impact. Ouais, on a eu le plaisir d'avoir effectivement Castelli dans ce podcast, et qui nous a effectivement partagé que tu pouvais avoir un impact et tu pouvais marier cet impact avec de la croissance, avec du développement, et que justement c'est parce que tu arrivais à conjuguer les deux que tu attirais les talents, que tu étais rentable, et donc tu pouvais te développer, et donc tu pouvais porter la cause encore plus loin. Et donc c'est pas simplement avoir de l'impact pour de l'impact, c'est d'avoir un impact au cœur profondément du business model. Alors il y a une chose dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment super, que moi j'adore au sein de Croissance Plus, c'est cette notion de solidarité, cet esprit d'entraide, qui a toujours été là. Mais on va dire que moi, ce que j'ai eu le sentiment, et tu peux peut-être en parler aussi, que avec la Covid, il y a eu quand même une accélération de ce besoin de solidarité, de ce besoin d'entraide. Et on voit, il y a un WhatsApp de Croissance Plus qui crépite avec plein de tuyaux que les entrepreneurs s'échangent. Alors moi, je trouve ça très beau. Enfin, je trouve ça vraiment formidable. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est la prise de conscience des dirigeants que être seul, finalement, dirigeant, c'était pas quand même une erreur? Clairement, alors c'est vrai que cette notion de solidarité, de partage d'expérience dont je parlais tout à l'heure, a pris tout son sens au moment du premier confinement, qui a été très dur. Donc le 16 mars, on s'est tous retrouvés chez nous. Et dès le 16 mars, en fait, on a mis en place, et là un grand bravo à Céline et toute l'équipe des permanentes, des webinaires tous les soirs sur des sujets qui étaient totalement obscurs à l'époque, qui étaient, rappelle-toi, le PGE, le chômage partiel, etc. Et puis après, on a pris cette habitude d'un rendez-vous tous les soirs. Donc on avait parfois un coach qui intervenait sur la notion de comment on gère les RH dans cette crise du Covid. On a fait intervenir une philosophe qui nous a parlé aussi, Marie Robert, du sens de la vie pendant cette crise du Covid. Voilà, donc on avait un mélange en fait de sujets extrêmement techniques, mais qui étaient très utiles aux entrepreneurs, et du sujet qui permettait de prendre un peu de hauteur. Donc là, ça a été un grand moment de partage, puisque tous les soirs, pendant 2 mois, donc on a fait ça vraiment tous les soirs, on avait ce rendez-vous et on avait des piliers. Donc on était entre 30 et 70 chaque soir. On a d'ailleurs terminé par un moment de convivialité avec un petit la recette des rillettes de maquereau fait par François Bergerot et l'atelier des chefs. Et puis voilà. Donc c'est ça en fait Croissance Plus, c'est ce partage, c'est cette convivialité. Et puis j'aimerais dire, tu parlais du groupe WhatsApp tout à l'heure.
un jour, Julien Varlouzet m'a appelé en me disant, Thibaut, est-ce qu'on pourrait pas lancer un groupe sur la stratégie, le rebond, puisqu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser pour les entreprises avec cette crise du Covid. Et j'ai dit, vas-y. Et en fait, il a lancé ce message sur WhatsApp. Il a eu 40 personnes qui se sont mobilisées, qui ont dit, mais c'est génial ce truc-là, on veut travailler ensemble là-dessus. Julien a fait 40 entretiens, il a créé ce groupe en fait sur stratégie et rebond. Et là, il nous a présenté un webinaire tout à fait intéressant sur les perspectives des entrepreneurs de Croissance Plus à horizon 2035 dans des domaines spécifiques comme le retail, comme l'hôtellerie, etc. Et ça a été génial. Et ça, c'est vraiment une expérience de solidarité, d'intelligence collective qui vient effectivement du terrain et qui a été pour moi merveilleuse et qui est vraiment la richesse de l'association. Oui, alors et l'association, c'est ça, c'est bien sûr des groupes de travail, de réflexion aussi. On essaye et tu vas en parler, de soumettre des idées, de soumettre des idées de loi, de propositions de loi, etc. Et puis c'est aussi un grand événement qui est le Spring Campus, qui cette année a lieu en juillet à Deauville. Et où là il y a vraiment un moment d'inspiration de ces 3 jours, etc. Énormément d'échanges et auquel d'ailleurs je convie, s'il y a des auditeurs qui souhaitent participer, on peut éventuellement, il y a des invitations, voilà, qui peuvent être possibles. Et alors, parle-nous de la vision, par exemple. Je crois qu'il y a un document que vous avez rédigé sur l'entrepreneur bâtisseur d'un nouveau capitalisme, par exemple. C'est un exemple de réflexion, de proposition. Est-ce que ce genre de document, ça peut vraiment faire bouger les choses? Est-ce que tu as des exemples de choses qu'on a réussi à faire bouger, de faire bouger les lignes? Alors oui, on est vraiment moteur sur un certain nombre de sujets. Alors il y a des sujets qui parlent pas forcément à tout le monde, mais par exemple les impôts de production, c'est un véritable cancer pour les entreprises françaises. Et franchement, c'est véritablement courir une course de concurrence avec les voisins, les pays étrangers, comme si on partait sur un 100 mètres avec un sac de 50 kilos sur le dos. Donc ça, c'est des choses qui ont évolué. On a commencé à avoir des avancées avec le gouvernement qui a baissé les impôts de production de 10 milliards. L'actionnariat salarié, c'est quelque chose aussi sur lequel on a beaucoup contribué et on compte continuer à porter la bonne parole, notamment au niveau des actions gratuites, etc. Il y a un sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui qui me paraît absolument essentiel. Et je suis désolé, mais ça va être un raisonnement un petit peu long qui part d'un sujet qui n'a pas l'air très connecté. C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on est dominé par les Américains sur la tech? Pourquoi il y a les GAFA? Pourquoi il y a Cisco? Finalement, pourquoi il y a cette espèce de domination écrasante des Américains sur le monde? Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est la taille du territoire américain. Avec 350 millions d'habitants, ils ont une surface de jeu plus importante. La deuxième, et ça tout le monde le connaît, la deuxième raison, c'est moins connu, c'est que la Silicon Valley est inondée de dépenses publiques, on va dire stratégiques. C'est-à-dire que le Department of Defense va investir avec des gros contrats sur des boîtes d'infrastructures de réseau ou de cybersécurité ou sur des GAFA, et quelque part, ça crée un espèce d'investissement non dilutif. Vous prenez un contrat de 1, 5 ou 10 millions de dollars, et ben vous n'avez pas besoin d'aller vous diluer de quelques dizaines de pourcents parce que vous faites rentrer des venture capitalistes. Et le troisième sujet, c'est la bourse. Alors la bourse, les gens vont me dire oui, mais Croissance Plus, il n'y a pas beaucoup de boîtes de Croissance Plus qui sont en bourse, encore qu'il y en a quelques-unes. Mais en fait, si on regarde bien, le financement massif en fait des Amazon, Google, Amazon, Facebook, c'est la bourse et c'est des milliards. Et en Chine, il y a un autre système, mais qui revient au même, c'est-à-dire qu'il y a des milliards qui sont injectés pour créer les champions de demain. Eh bien, quand on lit ça à un sujet de dépenses publiques, un sujet très très présent et important en France, qui est le sujet des retraites, en fait, on est en train de travailler sur des propositions qui sont finalement de réinjecter une dose de capitalisation dans les retraites. C'est-à-dire qu'on aurait une majorité de répartition et un peu de capitalisation. Et quand vous faites le lien avec le sujet précédent que j'ai évoqué, finalement, vous avez cette notion de système dont je parlais tout à l'heure, où vous n'êtes pas sur des propositions techniques de réforme des retraites, mais vous êtes sur des grands enjeux, en fait, de société, où finalement, le poids des retraites sur les dépenses publiques, il est considérable. C'est ce qui est le plus lourd, en fait, en termes de dépenses publiques. Donc, si vous baissez, en fait, par de la capitalisation, vous allez alléger ce poids et donc alléger les contraintes sur les entreprises, le coût du travail, les impôts de production, etc. Vous avez un deuxième enjeu qui est un sujet que j'évoquais à l'instant avec la bourse de financement en fonds propres, de souveraineté, c'est-à-dire qu'on créera des grands champions européens quand on aura ce genre de système en place. Et puis vous avez tout simplement une notion de compétitivité. D'accord? Donc là, en fait, on est sur un sujet qui paraît
un peu loin, qui paraît un peu macro, etc. Mais tout ce que je viens de dire, en fait, l'objectif, si Croissance Plus fait bouger le système là-dessus, on aura un impact sur le compte de résultat de l'entreprise. Et moi, un de mes grands enjeux, c'est de faire passer le message auprès de tout le monde que finalement la macro et la micro, c'est un peu la même chose. Et quand Croissance Plus est sur des sujets d'influence qui paraissent un peu macro, en fait, on est sur des sujets très concrets qui vont toucher l'entrepreneur. Voilà. Donc ça, ce sont le type de sujets sur lesquels on intervient. Et comme on n'est pas le MEDEF et qu'on est très indépendant et justement on a cette liberté de parole, on peut proposer des choses un peu plus disruptives. Et celle-là, par exemple, en est une. Ouais, donc c'est intéressant d'avoir cette liberté de parole et de pouvoir oser des choses. Et effectivement, on voit des enjeux très concrets, par exemple sur les BSPCE, sur des réformes techniques, mais aussi sur des enjeux un peu macro, comme tu le dis. Et je trouve que c'est super, hein, bravo, parce que c'est du boulot. Et il faut avoir cette fraîcheur. Je pense que aussi, je pense que ceux qui nous gouvernent ont besoin aussi de cette vision un petit peu fraîche. Et puis une certaine, je dirais, objectivité, c'est-à-dire essayer d'avoir une dynamique win-win de croissance des entreprises et voilà, de réduction des dépenses publiques. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur le leadership. Aujourd'hui, le patron commence à être un patron engagé, hein, on le voit d'ailleurs, Croissance Plus permet, voilà, mais c'est un écart type important entre l'opérationnel tous les jours, entre les contraintes, la vente. On sait très bien qu'un patron est quand même très très vigilant avec ses clients, et aussi c'est cette dynamique aujourd'hui nouvelle de s'impliquer dans la société, de s'impliquer dans des écosystèmes comme ce Croissance Plus. C'est quoi pour toi aujourd'hui le rôle du patron? C'est quoi aujourd'hui le leadership que tu penses, les facteurs clés de succès du leadership que tu pratiques toi-même? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, on a parlé de valeurs tout à l'heure. C'est quelqu'un qui incarne fondamentalement ses valeurs. C'est-à-dire que ses valeurs sont incarnées tous les jours. Tu me fais plaisir, hein, vraiment. Voilà. Donc quelqu'un qui, quand je parlais par exemple des valeurs qu'on avait mis en place chez Cosmos, Think Different, Team Spirit, innovation, tout ça, c'est des choses qui doivent être tout à fait incarnées. Première chose. La deuxième chose, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup. On est dans une société où il y a des gens qui nous disent tiens, voilà, comme ça, il faut communiquer comme ci, comme ça. En fait, la meilleure façon, c'est l'authenticité. Et moi, j'ai eu à vivre quelque chose d'assez difficile avec Cosmos, qui était une procédure judiciaire assez injuste. Et en fait, j'ai géré cette crise-là avec authenticité et transparence. Et du coup, on a traversé une crise difficile grâce à ces notions-là. Voilà. Et puis après, c'est effectivement, et ça c'est plus porté chez Croissance Plus, mais on espère que ça se développe de plus en plus, quelqu'un qui effectivement est un entrepreneur citoyen qui veut avoir un impact sur son écosystème, qui veut agir sur le système dans lequel il opère. Voilà un petit peu les trois choses qui me paraissent assez fondamentales. Donc valeur, authenticité, transparence, et puis la notion du quelque part le sens du rôle à jouer pour le leader d'aujourd'hui au sein de la société. Alors ouais, j'adhère absolument enfin tous les harmonistes adhèrent complètement à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est aussi efficace, parce que si effectivement un leader authentique, c'est un leader naturel, c'est un leader voilà, et puis porter du sens aussi parce que tu as cet impact sociétal, et puis avoir des valeurs qui sont bien ancrées te permet aussi de déléguer. Donc c'est cette capacité à donner du sens, à pouvoir mettre les personnes en autonomie, et donc de faire en sorte que tout le monde soit aligné, et c'est travail. Donc je voudrais revenir sur cette notion d'alignement. Tu as parlé tout à l'heure de l'importance du relais, que les choses soient relayées véritablement de manière opérationnelle. Donc, est-ce que ces notions de cohérence, d'alignement, c'est des choses qui effectivement te paraissent importantes? Notamment, je reviens sur ton expérience américaine. Moi, j'ai toujours été impressionné par cette capacité des Américains à avoir un certain alignement dans leur entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux confirmer ou pas? Oui, alors non seulement je le confirme, mais j'aime bien là-dessus évoquer un exemple qui a été le premier projet que j'ai accompagné dans le cadre de Réseau Entreprendre, qui était un projet qui s'appelle Senior Company, donc qui a rejoint Croissance Plus récemment, Nicolas Urtiger, et qui était en fait un domaine que je connaissais assez peu à l'époque, qui était l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Et je les ai fait travailler sur cette stratégie Océan Bleu, donc ils ont élaboré leur canevas stratégique, et le différenciateur stratégique principal, c'était le lien social. Et en fait, quand on dit lien social, on peut soit prendre ça comme un peu un mot valise, les gens me disaient mais lien social, c'est pas différenciant, tout le monde peut le faire, etc. Soit l'incarner très profondément. Et c'est là où on arrive à cette notion d'alignement. C'est-à-dire que si on a ce différenciateur clé, alors je termine peut-être même par la conclusion. Aujourd'hui, Senior Company, c'est une très belle entreprise qui emploie directement ou indirectement 3500 personnes. D'accord ? Donc très belle réussite. Et cet alignement, en fait, il se traduit par le fait que on embauche des auxiliaires de vie qui soient alignés avec cette notion de lien social, on les forme sur ce sujet du lien social,
et on anime en fait la communauté des personnes âgées avec cette notion de lien social. Donc c'est incarner ces différenciateurs stratégiques de haut en bas. Donc là, j'ai pris un exemple plutôt, on va dire, B2C et puis un peu de quotidien. Mais dans la tech que je connais par cœur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que souvent les sociétés ont une espèce de positionnement un petit peu moyen partout. Il faut savoir les 3 sujets sur lesquels on va être très fort et ensuite décliner ça en plan R&D, en plan produit, en message marketing, en pitch commercial, etc. L'alignement, c'est la chose essentielle en fait. Donc alignement par la raison d'être, alignement par les valeurs et alignement par ces différenciateurs. Donc c'est en quoi on a des éléments différenciants et on les assume à fond. Voilà. C'est ça ton message. Comment on décline dans l'entreprise, par toutes les fonctions d'entreprise, le positionnement stratégique. Bah écoute, non, mais super clair. Alors, si tu avais aujourd'hui un conseil, on va faire court. Aujourd'hui, on va faire un podcast dans 30 minutes. C'est un record parce que je crois que on n'a pratiquement jamais fait aussi court. Mais si tu avais aujourd'hui des conseils à donner à des entrepreneurs sur ces aspects-là, enfin sur ces aspects culture, leadership, tu vois, des entrepreneurs qui finalement la culture est toujours quelque chose, comme les valeurs, comme ces différenciateurs, finalement, c'est des choses qui sont stratégiques, on est baigné par l'opérationnel. Tu dirais quoi à un dirigeant pour lui dire non, mais travaille vraiment sur ta culture, quel conseil tu lui donnerais pour l'encourager à le faire? Alors, moi, quand j'accompagne des sociétés, je mets en avant 3 convictions très fortes. 1, la stratégie. 2, l'importance des ventes et du marketing, qui est un sujet sur lequel on est un peu en tous les Américains. Et 3, effectivement, le sujet RH, au sens culture et valeurs et recrutement. Et ces 3 sujets sur lesquels il faut passer du temps. Et si je réponds simplement au sujet culture-valeurs, il faut y passer du temps. Mais c'est tout le travail, c'est ce dont on a discuté dans ces 30 dernières minutes. C'est la notion de l'alignement stratégique, c'est la notion de passer du temps à définir ses valeurs, sa culture d'entreprise, etc., en faisant en sorte qu'elles viennent vraiment du terrain. C'est-à-dire c'est du travail, c'est des sessions avec peut-être justement des gens comme Biharmoniste qui peuvent nous aider en fait, aider les entrepreneurs à développer ça. Il faut y passer du temps et c'est quelque chose à prendre de manière extrêmement sérieuse, rigoureuse. Voilà, donc passez-y du temps parce que cette notion d'alignement, de stratégie, de valeur, etc., c'est ça qui va vous permettre de créer la colonne vertébrale qui va faire que la boîte sera scalable ou pas, mais j'espère justement une belle boîte ambitieuse. Bah écoute, Thibaut, un grand merci pour ton témoignage. Et je vous encourage en tant qu'auditeur n'hésitez pas à liker ce podcast, à le transférer si vous avez d'autres entrepreneurs qui veulent prendre un peu de recul, et puis surtout aussi à adhérer tout simplement à Croissance Plus. Donc c'est des entrepreneurs de croissance, il y a un certain nombre de critères, par exemple le partage des fruits de la croissance, ce genre de choses pour adhérer à Croissance Plus. Mais voilà, si vous avez aujourd'hui envie de partager entre pairs, d'avoir un réseau de solidarité qui se soutient, mais aussi qui va au-delà de ça, il y a des conférences passionnantes, et puis il y a aussi effectivement d'essayer d'avoir un impact sur notre écosystème. Donc est-ce que tu veux dire un dernier petit mot de la fin sur peut-être Croissance Plus en tant que président? Ça serait avec plaisir. Non, écoute, moi j'étais ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Le Spring est effectivement un événement extraordinaire, il faut pas le rater. Et puis on a plein de choses à construire ensemble dans les années qui viennent, avec cette vision d'une société entrepreneuriale, qui est un message qu'on peut porter de manière très forte et très 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 mobilisant en fait pour la communauté d'entrepreneurs que nous sommes aujourd'hui et que nous allons faire croître. Société entrepreneuriale, voilà le mot de la fin. Merci beaucoup Thibaut. Merci. Bon. Au revoir Patrick.